Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 4 de la série Agatha All Along. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Alors épisode 4 de Agatha All Along, alors titré en vidéo ça donne If I can't reach you, let my son teach you. Et je crois qu'il y a certains forums qui ont proposé le titre Si je ne peux te joindre, que ma chanson te l'apprenne, qui est la traduction littérale du titre VO. Mais le vrai titre VF, c'est Loin de la maison, écoute ma chanson. Alors là, j'avoue, j'ai pas saisi la ref encore une fois, alors je pense que ça doit faire clin d'œil à une musique des années 60-70 qui est populaire, mais qui échappe totalement à mon domaine de compétences. Alors peut-être une musique à une petite balade populaire niveau légende urbaine, parce que là, ce qui est en action avec le sort, ça m'a évoqué quelques légendes urbaines, je dirais pas lesquelles sinon je spoil l'épisode. Ça m'évoque un petit peu une musique des années 60-70, qui est typiquement le truc qui est en scène là dans l'épisode de cette semaine. Oui, parce que la situation dans l'épisode de cette semaine, c'est que nous voyons notre groupe de sorcières entrer dans une nouvelle maison où elles doivent être confrontées à un sort. Si ça vous rappelle la situation de l'épisode précédent, c'est normal. Alors si vous trouvez ça répétitif, je ne vous en voudrais pas. Sachez simplement qu'à partir de cette semaine, j'ai l'impression d'avoir affaire à une vraie série avec format standard et tout. Il existe bien sur une structure de vrai format série. Et pas à une sorte de structure qui ressemble à un long film de 10 heures, mais découpé en plusieurs parties. HBO, suivez mon gars. C'est le genre de truc que je déteste dans les séries du type Netflix, pour ne pas la nommer, c'est que sous prétexte que on mette en ligne les 12 épisodes de la série d'un seul coup, dans un one-shot, du coup, on se retrouve obligé à allonger le fil rouge sur toute la saison, et du coup, tout le côté structure de série est un petit peu laissé de côté. Là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Parce que à partir de maintenant, j'ai l'impression de voir une réelle série qui assume son côté, situation qui se répète, situation en boucle, format standard, ce genre de truc. Donc on peut dire que le format de la série, c'est simplement que notre groupe de sorcières, qu'on appelle Sabbat, gagne, entre dans une nouvelle maison, où leur attend un nouveau sort à déjouer. Et moi ça me suffit, Et je pense que le jeu pour le showrunner, c'est à travers ces maisons, à travers l'ambiance de ces maisons, et de mentionner, suggérer, de jouer avec les codes d'un genre horrifique bien particulier. Ouais, pour faire plus simple, la semaine dernière, je pensais à American Horror Story, dans le genre horrifique, genre maison hantée, pour faire simple. Et ici, c'est un autre versant, je dirais. Oui, parce que moi, j'ai clairement pensé à l'intérieur de la maison, il y a une ambiance un petit peu 70s, je dirais, années 70, parce qu'il y a une sorte de art déco. Alors moi je mettrais ça du côté des années 60-70. Je pensais au bon hippie en fait pour une nouvelle fringue qu'elles ont. Tout de suite en fait quand elles entrent, elles ont à nouveau mode vestimentaire. Aussi quelques effets de montage et quelques effets de caméra. Alors je sais pas si vous connaissez l'effet du split screen. Alors l'effet du split screen, c'est quand on voit une image découpée en plusieurs parties, afin qu'on puisse voir à travers une même image plusieurs points de vue. Que ce soit clair, moi quand je dis split screen, je pense avant tout à Brian De Palma qui a popularisé, je crois, ce procédé-là, à travers Phantom of the Paradise, à travers Blowout, à travers Pulsion Obsession, je crois. Ah non, il y a aussi Richard Fleischer qui l'avait fait dans L'étrangeur de Boston, je crois, avec Tony Curtis. Alors, L'étrangeur de Boston, c'est un film thriller, que ce soit clair, L'étrangeur de Boston, c'est pas un film fantastique du tout, c'est un thriller. On y suivait les méfaits d'un serial killer, un étrangleur, interprété par Tony Curtis. On le suivait via les effets de split screen, c'est-à-dire qu'on voyait en fait les actions du film, les situations du film, mais vues de plusieurs points de vue au sein d'une même image. Pas juste un seul point de vue, c'est ça le truc. Oui, il y avait aussi des angles où on nous montrait des gros plans sur ces roues de bagnole qui virent à gauche, virent à droite, pour laisser se garer, se parquer. Je pense à ce détail-là parce que je me demandais, mais quel intérêt de montrer ce genre de truc? À part évidemment pour multiplier les points de vue, sur le même plan. J'insiste, plusieurs points de vue sur le même plan. Split screen. Et quand je parle de Palma, c'est que c'est lui qui est un petit peu la référence ultime en matière de cette utilisation du montage. Je sais pas si on peut appeler ça montage, mais bon. Parce qu'en fait, dans les années 70, il a fait un monument, de mon humble point de vue, qui s'appelle Phantom of the Paradise. Et ce monument est une relecture de l'histoire du fantôme de l'opéra, prenant place à l'époque des 70s,
pour justifier tout l'esthétisme du film. Je vous avouerai que j'ai pensé tout de suite à cette référence-là en voyant l'épisode de cette semaine, simplement parce que le côté on traite de la musique dans un canevas de histoire fantastique. Bon, bah, il n'y en a pas 36, hein. Je veux dire, le fantôme de l'opéra, c'est la première référence qui nous vient. Même si ce n'est pas fantastique à proprement parler, je le répète. Ouais, parce que dans le fantôme de l'opéra, c'est avant tout, je dirais, il me semble que c'est l'histoire d'un auteur tellement défiguré suite à un accident dont on ne connaît pas trop les circonstances, qui décide de se cacher dans les coulisses d'un opéra. Alors, personne ne connaît l'existence, en fait, de cet auteur, et du coup, il hante, dans le sens où il surveille, il veille au grain de ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans cet opéra. Le public pense que l'opéra est hanté. Or, ce qui hante, en fait, c'est une sorte de monstre qui vit reclus dans les sous-sols de l'opéra, je crois. Je connais très peu le truc, hein, je dois avouer. Il y a eu plusieurs versions, dont une très ancienne, où le fantôme était incarné par Lon Chaney Jr. C'est du noir et blanc, hein. Mais là, j'avoue, on parle de cinéma noir et blanc, hein, qui date des années, oula, 30, 20, ouais, ça tient de Mathusalem, hein. C'était même pas encore parlant. La première référence qui me vient en tête quand je parle de fantôme d'opéra, je pense au film Opéra de Dario Argento, qui a fait une autre version, je crois, encore plus récemment. Enfin, pour vous dire qu'il y a eu plusieurs versions de cette histoire-là, et je connais très mal ce truc-là parce que c'est. Ah, je crois que toutes les versions trahissent un petit peu le matériau de base, et le matériau de base, je ne l'ai pas vu. Enfin bref, pour revenir à l'épisode de cette semaine de Agatha All Along, ça m'a fait penser au fantôme de l'opéra parce que le contexte de fantastique dans le milieu musical, tout simplement. Et sans spoiler le truc, il y a un élément de légende urbaine, alors je sais pas, il faudra que je recherche. Il y a une légende urbaine, je crois, il y a plusieurs groupes qui ont eu ça, il y a eu plusieurs. C'était pas les Rolling Stones par hasard, il y a eu un truc dans ce style, ou les Beatles, où quand on fait tourner le disque à l'envers, il y aurait une incantation satanique qui se jouerait. Alors sinon, pour terminer, c'est qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode-ci. Alors, moi, je l'ai pas mal aimé, moins que le précédent, je dois avouer aussi. Mais c'est simplement que le précédent, c'était l'effet de surprise en fait. L'effet de. Les auteurs assument leur inspiration horrifique fantastique. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai parlé tout de suite de. Ça rappelle pas mal American Horror Story. Mais version, je dirais PG-13. Là, c'est à peu près le même délire. Ouais, je voyais trop en fait les équipes dire attends, c'est une série fantastique, hein, fantastique horreur, on parle de sorcières, donc on va faire intervenir des démons, on va faire intervenir des sorts, on va voir des morts, on va voir les personnages se faire maltraiter, on va voir les personnages se faire torturer. Bon, bah enfin, on fait les fantastiques, merde. On pensait à ça encore cette semaine. Donc c'est encore gentil parce que on est encore dans une ambiance. Fantastique horreur, mais PG-13. Alors que pour moi, quand on veut faire du fantastique, c'est tout de suite RZ1. Il y a une déferlante de gore, une déferlante de horreur psychologique, on doit voir les personnages souffrir, et voilà, tout ça, toute cette ambiance glauque à souhait, ça dépasse les cadres du PG-13. Hein. C'est pas des films faits pour être visibles par un jeune public, et normalement, l'avertissement de la classification doit transpirer ça. C'est le seul bémol, hein, c'est le seul bémol. Sinon, toute l'ambiance, hein, tout vraiment, la musique, le montage, pour un jeune public, c'est malaisant. C'est ça que je veux dire. Pour un jeune public, c'est malaisant et ça suffit amplement à justifier l'inspiration fantastique, déstabilisant. C'est pour ça que l'épisode de cette semaine, alors j'ai trouvé moins intense que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'est vraiment le gros kiff du oh la vache, je ne m'y attendais pas, alors que là, j'avais quelques attentes. Et du coup, les attentes n'ont pas été entièrement comblées. Il y a quand même une bonne tenue générale qui fait que, non, la moyenne est largement dépassée. Ah oui, et un petit mot sur la réalisatrice. Alors, la réalisatrice s'appelle Rachel Goldberg. Alors, c'est une réalisatrice qui est dans le. Alors, si je regarde la fiche IMDb, qui est dans le. Elle a fait quelques courts-métrages pour commencer. Qui travaille en fait depuis 2007, donc on est en 2024, ça fait plus de 10 ans maintenant, bientôt 20. Et elle a des noms, elle travaille beaucoup dans la série télé, hein, parce que là je vois du Veronica Mars, du American Gods, du Mayad. Je crois qu'elle est connue pour une série qui s'appelle... Ah non, c'est un court-métrage, pardon. Neighbor, donc voisin. Ah, et, détail intéressant, elle a travaillé justement dans American Horror Story. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont placé dans Agatha All Along. C'est pour avoir une sorte de savoir-faire reconnu.
Ah oui, et il y a aussi, ça m'a fait marrer, c'est pour ça que j'y repense, elle m'a fait marrer. Elle a travaillé aussi dans une série qui est, je dirais même pas plaisir coupable, qui est, on va dire, un boulet dans sa filmo. Elle a travaillé dans la série Resident Evil, en fait, sur Netflix l'an dernier. Elle a fait deux épisodes. Disons que sur ce coup-là, je comprendrais les haters. Parce que, effectivement, quand on regarde la filmo de cette réalisatrice-ci, on tombe sur des titres qui inspirent Prestige, American Horror Story, Veronica Mars par exemple. Mais surtout, si on repère qu'elle a fait deux épisodes de cette série sur Netflix, Resident Evil, qui était un catastrophe industrielle. Alors, je ne veux pas bâcher quoi que ce soit, c'est simplement que c'était un fait. La série a été très mal reçue, a été très bâchée par les fans. Je comprends pourquoi, je l'ai vu, je l'ai même chroniqué. Mais je comprendrais les haters qui ne veulent pas reconnaître la qualité de Agatha All parce que la réalisatrice a commis deux épisodes de cette série. Si. C'est pour dire qu'à mes yeux, elle s'est fait pardonner d'avoir commis deux trucs dans cette catastrophe industrielle. J'ai peur de la bâcher, mais elle le mérite, franchement. C'est pas mon truc. Mais pour Agatha Long, elle a rien à se faire pardonner. Hein. C'est que vraiment, elle se rachète à mes yeux. Tout ce que j'attends maintenant, c'est l'épisode suivant, que j'ai plutôt bien aimé. Donc, moins intense que la semaine dernière, mais très intéressant. Parce qu'il y a des pistes maintenant qui font avancer le fil rouge. C'est ça la qualité d'une bonne série télé. Bien construite, bien écrite. C'est que euh, le versant, l'honneur, dans le sens où unitaire, ben, il est comblé. C'est bon. Et à côté de ça, il y a quelques éléments qui font avancer le fil rouge. Je ne spoilerai pas, je ne dévoilerai pas lesquels. Donc pour moi, Gata Oolong, épisode 4, c'est très très bon encore. J'attends vraiment la semaine prochaine. Là, je suis conquis totalement. C'est une des meilleures séries du MCU. Pas aussi bien que WandaVision, ni que Falcon, mais quand même sur la dizaine, bientôt 15, elle est largement dans la moyenne. Elle est largement dans le top 10, on va dire. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc bonne semaine à tous. À plus.